Vieille inutile, disparaît de ma vue. Ces mots-là, je les ai entendus un mardi après-midi. Ils ont déchiré l'air comme une gifle. Ma belle-fille les a hurlés dans le salon que j'avais tant aimé. Mon petit-fils de 5 ans s'est mis à pleurer, les mains sur les oreilles. Et moi, j'ai pris mon sac à main. Je suis partie. 72 heures plus tard, un camion de déménagement est arrivé devant la maison. Aurélie a ouvert la porte. Elle souriait. Ce sourire suffisant que je connaissais si bien. Elle pensait avoir gagné, que j'avais cédé, que j'abandonnais. Puis, elle a vu le nom sur le camion. Son visage a changé. Le sourire s'est figé. Thomas est sorti en courant. Jules pleurait. Cette fois, c'était Aurélie qui criait. Mais personne n'écoutait plus. Je m'appelle Colette Barbier. J'ai 75 ans. Et ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une humiliation et d'une justice que je n'ai pas cherchée, mais qui est venue quand même. Tout a commencé 3 ans plus tôt. Nous étions en septembre. Les platanes perdirent leurs feuilles dorées devant la maison de Neuilly. Cette maison, c'était celle de ma belle-mère, Madeleine. Elle me l'avait léguée avant de partir. Pas à mon fils Thomas, à moi. Colette, tu as toujours pris soin de moi. Cette maison est à toi. Fais-en ce que tu veux. Je ne voulais rien en faire, justement. Je voulais y vivre, y finir mes jours, voir grandir mon petit-fils, Jules, préparer des goûters dans cette cuisine où j'avais tant ri avec Madeleine, arroser les hortensias du jardin qu'elle aimait tant. Mais mon fils avait épousé Aurélie. Aurélie était belle, élégante, ambitieuse. Elle venait d'une famille modeste et regardait notre maison comme un trophée. Dès le premier dîner, j'ai senti son regard peser chaque meuble, chaque tableau, chaque centimètre carré. C'est spacieux ici, belle maman. Vous vivez toute seule? Je souriais encore à l'époque. Je répondais avec douceur. Je pensais qu'on allait s'apprivoiser. Quelle naïve j'étais. Au début, c'étaient des petites phrases. Vous ne trouvez pas que cette maison est trop grande pour vous? Thomas et moi, on manque tellement d'espace avec Jules. Vous devriez penser à simplifier votre vie, à votre âge. Je hochais la tête. Je me taisais. Je pensais que si je restais gentille, douce, discrète, tout finirait par s'arranger. Mais un jour, Aurélie a franchi une ligne. C'était un dimanche. Ils étaient venus déjeuner. Jules jouait dans le jardin. Thomas lisait le journal. Aurélie est entrée dans la cuisine pendant que je préparais le café. « Colette, il faut qu'on parle sérieusement. » Elle ne m'appelait plus « belle maman », juste Colette, comme si j'étais une étrangère. Cette maison, c'est du gaspillage. Vous ne pouvez pas la garder pour vous toute seule. Thomas est votre fils. Il a des droits. J'ai posé la cafetière. Ma main tremblait un peu. Aurélie, cette maison m'a été léguée par Madeleine. Elle voulait que j'y reste. Elle a souri. Un sourire froid. Les morts ne parlent plus, Colette. Les vivants, si. Sur le rebord de la fenêtre, il y avait une photographie encadrée. C'était nous 3, Madeleine, Thomas et moi, prises dans ce même jardin il y a 20 ans. Aurélie l'a regardée, puis s'est détournée. Ce jour-là, j'ai compris que le combat venait de commencer. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Les mois ont passé. Les visites sont devenues plus rares, puis plus froides. Thomas parlait peu. Il évitait mon regard. Je sentais qu'Aurélie lui parlait, le soir, dans leur petit appartement du 15e arrondissement. Et puis un jour, Thomas m'a téléphoné. « Maman, il faut qu'on discute. Viens dîner à la maison samedi. » J'y suis allée. J'ai apporté un gâteau au citron pour Jules. C'est ce soir-là qu'Aurélie a hurlé. Ce samedi-là, j'ai mis ma robe bleue, celle que Thomas aimait quand il était petit. Je me suis coiffée avec soin. J'ai même mis du rouge à lèvres. Je voulais être belle pour mon fils. Le trajet en métro jusqu'au 15e arrondissement m'a paru long. Je serrais contre moi le gâteau au citron dans sa boîte en carton. Jules adorait mes gâteaux. C'était notre rituel. Chaque fois que je venais, j'en apportais un. Quand je suis arrivée devant leur immeuble, il pleuvait un peu. Une pluie fine de novembre. J'ai sonné à l'interphone. « Monte, maman. » La voix de Thomas était étrange, plate, fatiguée. Aurélie m'a ouvert la porte. Elle portait un tailleur noir, comme si elle allait à un rendez-vous d'affaires. « Bonsoir, Colette. Entre. » Pas de bise, pas de sourire. Juste ce regard froid que je connaissais maintenant trop bien. Jules jouait dans sa chambre. Je l'ai entendu rire. Ce rire léger, innocent, qui fait du bien au cœur. J'ai voulu aller le voir, mais Aurélie m'a arrêté. On va d'abord discuter. Thomas, elle est là.
Mon fils est sorti du salon. Il n'a pas croisé mon regard. Il s'est assis sur le canapé. Aurélie est restée debout. Moi aussi. Maman, assieds-toi. Je me suis assise. J'ai posé mon sac à main sur mes genoux. La boîte avec le gâteau était restée dans l'entrée. Thomas a pris une grande inspiration. Maman, on a besoin de cette maison. Voilà, c'était dit. J'ai regardé mon fils, cet homme de 42 ans qui avait été un petit garçon souriant, qui me prenait la main pour traverser la rue, qui me disait « Je t'aime, maman » avant de s'endormir. Thomas, cette maison est à moi. Ta grand-mère me l'a léguée. Tu le sais? Aurélie s'est avancée. Justement, parlons-en de ce testament. Tu trouves ça normal, toi? Madeleine avait un fils. Et elle te donne tout? À toi? Sa voix montait déjà. Aurélie, s'il te plaît. Thomas a essayé de l'interrompre, mais elle a continué. Non, Thomas, il faut que ça sorte. Depuis 3 ans, on vit dans 50 mètres carrés. Jules dort dans un placard. Et elle a 250 mètres carrés pour elle toute seule. C'est égoïste. C'est cruel. J'ai senti mes mains trembler. J'ai posé mon regard sur la fenêtre. Il pleuvait toujours. Cette maison, c'est ma vie. C'est là que j'ai vécu avec Madeleine pendant 15 ans. C'est là que je veux finir mes jours. Aurélie a ri. Un rire sec, méchant. Tes jours? À 75 ans, tu as encore combien de temps devant toi? 10 ans? 15? Et nous, on doit attendre que tu meurs pour enfin vivre correctement? Le silence qui a suivi était terrible. Thomas regardait le sol. Jules avait cessé de rire dans sa chambre. On n'entendait plus que la pluie contre les vitres. J'ai cherché les yeux de mon fils. Il ne les a pas levés. « Thomas, dis quelque chose. » Il a murmuré, si bas que j'ai à peine entendu. « Maman, Aurélie a raison. On a vraiment besoin de cette maison. » Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Pas avec violence, avec douceur presque, comme un fil qui se coupe dans le silence. Mon fils venait de choisir. Je me suis levée. J'ai pris mon sac à main. Aurélie a cru que je cédais. Enfin, un peu de bon sens. On va voir un notaire la semaine prochaine et... Non, ma voix était calme. Trop calme, peut-être. Je ne donnerai pas ma maison. Le visage d'Aurélie s'est durci. Écoute-moi bien, Colette. Cette maison devrait revenir à Thomas. C'est son droit. Et si tu refuses de comprendre ça, tant pis pour toi. On trouvera un moyen, légal ou pas. Tu me menaces? Je te dis la vérité. Tu es vieille, tu es seule, et tu ne peux pas gagner contre nous. Jules est sorti de sa chambre à ce moment-là. Il tenait son doudou dans les bras. Il m'a vu et a couru vers moi. « Mamie, tu as apporté un gâteau ?» Je me suis agenouillée. J'ai caressé ses cheveux. J'ai embrassé son front. « Oui, mon chéri. Il est dans l'entrée. » Aurélie l'a attrapé par le bras. « Jules, retourne dans ta chambre. »« Mais maman, je veux voir mamie. » J'ai dit « Retourne dans ta chambre. » Jules a commencé à pleurer. Doucement d'abord, puis plus fort. Et c'est là qu'Aurélie a hurlé. « Vieille inutile, disparais de ma vue !» Les mots ont claqué comme une détonation. Jules s'est mis à sangloter, les mains sur les oreilles. Thomas a baissé la tête encore plus bas. Et moi, j'ai regardé Aurélie droit dans les yeux. J'ai vu sa haine, sa cupidité, sa violence, mais j'ai aussi vu autre chose, quelque chose qu'elle ne voyait pas encore elle-même. Une fêlure, une fragilité cachée sous toute cette rage. J'ai pris mon sac à main. J'ai traversé le salon. J'ai ouvert la porte. Dans l'entrée, la boîte avec le gâteau au citron était toujours là. Je l'ai laissée. Avant de partir, j'ai regardé mon fils une dernière fois. « Thomas, un jour, tu te souviendras de ce moment. Et tu auras honte. » Il n'a rien dit. Je suis partie sous la pluie. Cette nuit-là, dans mon lit, j'ai pleuré. Pas sur moi, sur lui, sur l'homme qu'il était devenu, sur le petit garçon qu'il avait été. Sur la photographie de Madeleine, Thomas et moi dans le jardin, j'ai posé ma main. « Madeleine, aide-moi. Dis-moi quoi faire. » Mais les morts ne parlent plus, comme avait dit Aurélie. Les vivants, eux, agissent. Et 72 heures plus tard, un camion est arrivé. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le visage de Jules dans la tête, ses mains sur les oreilles, ses larmes. Je suis descendue dans la cuisine. La maison était silencieuse, trop silencieuse, comme si elle attendait quelque chose. J'ai préparé mon café, un seul, pour moi seule. Sur la table, mon téléphone était éteint. Je l'avais éteint en rentrant la veille. Je ne voulais pas entendre Thomas s'excuser avec des mots vides. Je ne voulais pas entendre Aurélie me menacer encore. Je voulais réfléchir.
Pendant des années, j'avais été la femme qui cède, qui s'efface, qui dit oui pour ne pas déranger. Avec mon mari, déjà, j'avais appris à me taire. Il était comptable, rigide. Tout devait être à sa place. Moi aussi. Quand il est mort, il y a 12 ans, j'ai pleuré. Mais j'ai aussi respiré. Avec Madeleine, c'était différent. Elle m'avait accueillie après la mort de mon mari. « Colette, viens vivre ici. Cette maison est trop grande pour moi. Et toi, tu es seule dans ton appartement. On va se tenir compagnie. » 15 ans. 15 années de douceur. De thé l'après-midi. De conversations dans le jardin. De rire devant la télévision. Quand Madeleine est tombée malade, c'est moi qui l'ai soignée. Pas Thomas. Pas Aurélie. Moi. Les nuits blanches à côté de son lit. Les médicaments. Les rendez-vous médicaux. Les mains que je tenais quand elle avait peur. Et juste avant de partir, Madeleine avait murmuré « Colette, tu as été ma fille, plus que ma belle-fille. Cette maison est à toi. Ne laisse personne te la prendre. » J'ai pris ma tasse de café. Je suis montée dans le bureau de Madeleine. J'y allais rarement. C'était une petite pièce au premier étage, avec une fenêtre qui donnait sur le jardin. Sur l'étagère, il y avait une boîte en bois. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, tous les papiers importants. Le testament, les actes de propriété, les relevés bancaires. J'ai relu le testament, lentement, ligne par ligne. Je lègue l'intégralité de ma maison située au 47, avenue Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine à ma belle-fille, Colette Barbier, en reconnaissance de son dévouement et de son affection. C'était clair, net, signé par un notaire, daté, légal. Aurélie ne pouvait rien faire, ou du moins c'est ce que je croyais. Le téléphone s'est mis à sonner. Je l'avais rallumé sans m'en rendre compte. C'était Thomas. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Maman ?» Sa voix était brisée, honteuse. « Maman, je suis désolée. Je n'aurais jamais dû laisser Aurélie te parler comme ça. C'était horrible. » J'ai attendu. Il a continué. « Mais maman, tu dois comprendre. On est vraiment à l'étroit. » Jules grandit. Il a besoin d'espace. Et cette maison, elle est si grande. Tu pourrais... Je pourrais quoi, Thomas? Mourir plus vite pour que vous soyez confortable. Le silence au bout du fil. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est exactement ce qu'Aurélie a dit. Qu'il fallait attendre que je meure. Maman, s'il te plaît. Thomas, ta grand-mère m'a donné cette maison parce que j'ai pris soin d'elle. Toi, tu venais une fois par mois. Aurélie n'est jamais venue. Où étiez-vous quand Madeleine pleurait la nuit? Où étiez-vous quand elle avait peur? Silence encore. Je travaillais, maman. J'avais une famille. Et moi, je n'avais pas de vie. Je n'avais pas de fatigue. Je l'ai fait parce que je l'aimais. Et elle m'a remercié. C'est tout. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mais quelque chose en moi avait changé. Une colonne vertébrale que je croyais cassée s'était redressée. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville, en commentaire. Le lendemain, je suis allée voir Maître Blanchard. C'était le notaire qui avait rédigé le testament de Madeleine. Un homme de 60 ans, des lunettes rondes, une voix posée. « Madame Barbier, que puis-je pour vous ?» Je lui ai raconté. Le dîner, les menaces, les mots d'Aurélie. Il m'a écouté en silence. Puis, il a ouvert un dossier. « Madame, le testament est clair. Cette maison vous appartient légalement. Votre belle-fille ne peut rien faire. Elle a dit qu'elle trouverait un moyen, légal ou pas. » Maître Blanchard a froncé les sourcils. « Si elle tente quoi que ce soit d'illégal, vous pourrez porter plainte. Mais, il y a une chose qu'elle pourrait tenter. Une procédure rare, mais possible. » Mon cœur s'est serré. Laquelle? Elle pourrait demander que vous soyez placé sous tutelle. Prétendre que vous n'êtes plus capable de gérer vos biens. Si un juge accepte, votre fils deviendrait votre tuteur légal. Et il pourrait disposer de la maison. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mais je vais bien. Je suis en pleine santé. Je sais. Mais elle pourrait inventer des choses. Dire que vous oubliez. Que vous êtes confuse. Elle pourrait même demander une expertise médicale. C'est possible? Si elle trouve un médecin complaisant, oui. Cela prend du temps. Mais c'est possible. Je suis rentrée chez moi sous la pluie. Encore cette pluie fine, froide, qui coule le long du cou. Dans le salon, j'ai regardé la photographie. Madeleine, Thomas et moi. Nous sourions tous les trois. C'était il y a 20 ans. Un autre monde. J'ai pensé à Aurélie, à son sourire froid,
à sa détermination. Elle ne reculerait pas. Je le savais. Alors, moi non plus, je ne reculerai pas. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai cherché un nom. Un cabinet d'avocats, spécialisé dans les successions et les conflits familiaux. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain, le 3e jour. Ce soir-là, j'ai dormi mal. J'ai rêvé de Jules. Il pleurait. Il m'appelait. Mais je ne pouvais pas le rejoindre. Une porte nous séparait. Je me suis réveillée en sueur. Dehors, l'aube se levait. Grise, froide. J'ai pris une douche. Je me suis habillée. J'ai mis du rouge à lèvres. Et je suis partie voir l'avocat. Maître Duval était une femme. La cinquantaine, cheveux courts, regard acéré. Elle m'a écoutée sans m'interrompre. À la fin, elle a posé ses mains sur le bureau. « Madame Barbier, votre belle-fille joue un jeu dangereux. Mais vous avez un avantage. Lequel ? Vous êtes propriétaire. Et vous êtes lucide. Si elle tente une procédure de tutelle, nous la combattrons. Mais, elle a marqué une pause. Je vous conseille de prendre les devants. Maintenant. Comment ? Elle a souri. Un sourire étrange, presque dur, en leur montrant que vous n'êtes pas la vieille femme fragile qu'ils croient. En sortant de son cabinet, j'avais une enveloppe dans mon sac à main. À l'intérieur, un document. Un seul. Une ordonnance d'expulsion. Parce que, voyez-vous, j'avais découvert quelque chose. Quelque chose que Thomas et Aurélie avaient oublié. La maison de Neuilly appartenait à ma belle-mère, puis à moi. Mais Thomas et Aurélie, ils habitaient dans un appartement que Madeleine leur avait prêté. Un petit 2 pièces dans le 17e arrondissement. Un bien qui faisait aussi partie de l'héritage. Un bien qui m'appartenait désormais. Et que je pouvais récupérer. Légalement. Le lendemain, j'ai passé la journée dans le bureau de Madeleine. J'ai sorti tous les dossiers, tous les papiers. J'ai tout relu. Et j'ai trouvé. L'appartement du 17e arrondissement. 52 mètres carrés. 2 chambres. Un salon. Une cuisine. Madeleine l'avait acheté il y a 15 ans. Pour Thomas. Pour qu'il ait un pied-à-terre à Paris quand il était étudiant. C'est un prêt, avait-elle dit. Quand je ne serai plus là, on verra. Mais dans le testament, tout était clair. Cet appartement, comme la maison, m'avait été légué. Avec une clause précise, le bien situé au 12 rue Lacretelle, Paris 17e, actuellement occupé par mon petit-fils Thomas Barbier, pourra être récupéré par ma belle-fille Colette Barbier si elle le juge nécessaire, moyennant un préavis de 3 mois. 3 mois. J'ai relu la clause 10 fois, 20 fois. Madeleine avait tout prévu. Elle savait. Elle avait toujours su que Thomas était faible, qu'il se laisserait influencer. Elle m'avait protégée. Même après sa mort, j'ai appelé Maître Duval. L'ordonnance d'expulsion que vous m'avez donnée, elle est déjà prête ? Oui. J'ai vérifié tous les documents hier soir. Le testament est clair. Vous êtes dans votre droit. Mais Madame Barbier, êtes-vous sûre de vouloir aller jusque-là ? J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à Jules, à ses larmes, à Thomas qui baissait la tête, à Aurélie qui hurlait. Vieille l'inutile, disparaît de ma vue. Oui, j'en suis sûre. Très bien. Je lance la procédure aujourd'hui. Dans 72 heures, l'huissier leur remettra les documents. Ils auront 3 mois pour partir. 72 heures, 3 jours, encore 3 jours, comme si le temps se répétait. Cette nuit-là, Thomas a rappelé. Plusieurs fois. J'ai laissé sonner. Puis un message est arrivé. « Maman, on doit parler. Aurélie a pris rendez-vous chez un médecin pour toi. Elle dit que tu n'es plus toi-même, que tu oublies des choses. S'il te plaît, réponds-moi. » Mon sang s'est glacé. Maître Blanchard avait raison. Aurélie commençait déjà. Elle allait essayer de me faire passer pour folle, pour incapable, pour me voler ma maison. J'ai relu le message, encore et encore. Puis j'ai tapé ma réponse. « Thomas, je ne suis pas folle. Je ne suis pas malade, je suis lucide. Et tu le sais. Si Aurélie continue sur cette voie, tu le regretteras. » J'ai envoyé. 2 minutes plus tard, mon téléphone sonnait. Thomas. Cette fois, j'ai décroché. « Maman, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu me menaces ?» Sa voix était agressive. Ce n'était plus mon fils qui parlait. C'était Aurélie à travers lui. « Je ne menace personne, Thomas. Je me protège. C'est différent. Aurélie dit que tu es en train de péter les plombs, que tu refuses de voir la réalité. Qu'à ton âge ? À mon âge quoi ? À mon âge, je devrais mourir en silence ? Vous laissez ma maison sans rien dire ? C'est ça que vous voulez ? Ce n'est pas ça. Mais maman, sois raisonnable. Jules grandit. On ne peut pas continuer comme ça. Tu as cette immense maison. Nous, on étouffe. C'est injuste. Injuste ? Thomas,
Écoute-moi bien. J'ai pris soin de ta grand-mère pendant 15 ans, jour et nuit. Où étais-tu quand elle pleurait? Où était Aurélie? On travaillait, on avait une vie. Et moi, je n'avais pas de vie. Je l'ai fait par amour, et elle m'a remercié. C'est tout. Il y a eu un silence. Puis Thomas a murmuré quelque chose que je n'ai pas bien entendu. Quoi? J'ai dit, Aurélie pense que grand-mère t'a manipulé, que tu l'as influencée pour qu'elle change son testament. J'ai senti mes jambes trembler. Je me suis assise. Répète ce que tu viens de dire. Maman, répète. Aurélie pense que tu as manipulé grand-mère pour avoir la maison. J'ai fermé les yeux. La rage montait en moi. Une rage froide, lucide. Thomas, ta grand-mère est morte il y a 3 ans. Pendant 3 ans, vous n'avez rien dit. Vous avez accepté le testament. Vous êtes venu chez moi. Vous avez mangé à ma table. Et maintenant, parce qu'Aurélie veut la maison, vous m'accusez d'avoir manipulé une mourante? Je n'accuse personne, maman. Je dis juste ce qu'Aurélie pense. Ce qu'Aurélie pense ou ce que toi tu penses? Silence. Thomas, réponds-moi. Est-ce que toi, tu crois que j'ai manipulé ta grand-mère? Long silence. Puis, si bas que j'ai à peine entendu, je ne sais plus, maman. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait trop fort. Mon fils, mon propre fils, doutait de moi. Je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. À l'intérieur, il y avait une lettre que Madeleine m'avait écrite juste avant de mourir. Je l'ai relue, lentement. Ma chère Colette, quand tu liras cette lettre, je ne serai plus là. Je veux que tu saches que cette maison est à toi. Non pas parce que Thomas ne la mérite pas, mais parce que tu l'as méritée. Tu as été ma fille, plus que ma belle-fille. Tu as pris soin de moi quand j'avais peur, quand j'avais mal, quand je pleurais la nuit. Thomas est mon petit-fils. Je l'aime, mais il est faible. Il se laisse influencer. Et la femme qu'il a épousée, elle a un cœur de pierre. Ne leur cède rien, Colette. Cette maison est à toi. Et si un jour ils te disent que tu m'as manipulé, montre-leur cette lettre. Dis-leur que j'avais toute ma tête et que c'était mon choix. Je t'embrasse, ma fille. Madeleine. J'ai plié la lettre. Je l'ai rangée dans mon sac à main. Puis j'ai pris la photographie sur le rebord de la fenêtre. Madeleine, Thomas et moi. Nous sourions tous les trois. J'ai regardé le visage de Madeleine, ses yeux doux, son sourire. Madeleine, pardonne-moi, mais je vais devoir faire mal à Thomas. C'est le seul moyen. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel. C'était Maître Duval. Madame Barbier, j'ai une information importante. Votre belle-fille a effectivement contacté un médecin, un psychiatre. Elle a demandé un rendez-vous d'urgence pour vous. Elle prétend que vous souffrez de confusion mentale et de perte de mémoire. Comment savez-vous ça? J'ai mes sources. Mais Madame Barbier, il faut agir vite. Si elle obtient un certificat médical, même bidon, elle pourra lancer une procédure de tutelle. Qu'est-ce que je dois faire? Vous devez voir votre propre médecin, votre médecin traitant. Demandez-lui un certificat attestant de votre lucidité. Et faites-le aujourd'hui. 2 heures plus tard, j'étais dans le cabinet du docteur Lemoine, mon médecin depuis 20 ans. Un homme de 65 ans, des cheveux blancs, un regard bienveillant. « Colette, que se passe-t-il » Je lui ai tout raconté. Le dîner, les menaces, Aurélie qui voulait me faire passer pour folle. Il m'a écouté en silence. Puis, il a fait des tests. Mémoire, orientation, réflexe, tout. À la fin, il a secoué la tête. « Colette, vous êtes en parfaite santé mentale. Vous n'avez aucun signe de démence ni de confusion. Je vais vous faire un certificat immédiatement. » Il a écrit, signé, tamponné. Voilà. Si quelqu'un conteste votre lucidité, montrez-leur ça. Et dites-leur de venir me voir. J'ai pris le certificat. Je l'ai glissé dans mon sac, à côté de la lettre de Madeleine. J'avais mes armes. En rentrant chez moi, j'ai vu une voiture garée devant la maison. Une voiture que je ne connaissais pas. Mon cœur s'est serré. J'ai ouvert la porte et j'ai entendu des voix dans le salon. Des voix qui ne devaient pas être là. Aurélie et un homme que je ne connaissais pas. Ils parlaient, ils riaient. Et quand je suis entrée dans le salon, ils se sont tus. Aurélie était assise sur mon canapé. L'homme était debout, un carnet à la main. « Colette, tu es là ?» Elle souriait.
ce sourire faux que je connaissais si bien. « Je te présente Monsieur Ferrand. Il est agent immobilier. Je lui faisais visiter la maison, pour avoir une estimation. Tu sais, au cas où tu changerais d'avis. Au cas où je changerais d'avis. Elle était chez moi, sans permission, avec un agent immobilier. Elle avait déjà commencé à vendre ma maison. J'ai regardé Aurélie, puis l'homme au carnet, puis Aurélie encore, ma maison, mon salon, mon canapé, et elle était là, comme si c'était déjà le sien. « Comment êtes-vous entré ?» Ma voix était calme, trop calme. Aurélie a haussé les épaules. « Thomas m'a donné son double des clés. Tu sais bien qu'il en a un. On s'est dit qu'il valait mieux prendre les devants. Pour l'estimation. Ça nous permettra de... Sortez. » Le mot est tombé comme une pierre. L'agent immobilier a levé les yeux de son carnet. Il a regardé Aurélie, puis moi. « Madame, je ne comprends pas. Madame Barbier m'a dit que... » « Cette femme n'est pas Madame Barbier. Moi, je suis Madame Barbier. Et cette maison est à moi. Vous êtes entré sans mon autorisation. Sortez immédiatement. » L'homme est devenu pâle. « Mais, Madame Barbier... Enfin, cette dame, elle m'a dit que... Elle vous a menti. Cette maison m'appartient légalement. Et vous êtes en train de commettre une violation de domicile. » Aurélie s'est levée. Son visage avait changé. Le sourire avait disparu. « Tu es ridicule, Colette. Monsieur Ferrand est juste là pour nous aider, pour nous donner une idée de la valeur de ma maison. Pas de la tienne, de la mienne. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. Si vous ne sortez pas immédiatement, j'appelle la police. » L'agent immobilier a refermé son carnet brusquement. « Écoutez, je ne veux pas de problème, je vais partir. Madame Barbier... Enfin, madame, excusez-moi. » Il est sorti presque en courant. Aurélie est restée, debout, les bras croisés. « Tu fais une erreur, Colette. »« Non, c'est toi qui fais une erreur. Cette maison est à moi, légalement, et tu n'as aucun droit d'entrer ici sans ma permission. Thomas a les clés. Thomas n'est pas propriétaire. Moi, je le suis. » Elle a ri. Un rire dur, méchant. « Tu crois vraiment que tu peux nous tenir tête ? Tu es vieille, Colette. Seule, sans personne. On va obtenir cette maison, d'une manière ou d'une autre. » J'ai senti quelque chose se durcir en moi. Une colonne vertébrale. Une force que je ne me connaissais pas. « Sors de chez moi. Maintenant. » Elle m'a regardé. Longtemps. Comme si elle me voyait pour la première fois. Puis elle a souri. Un sourire étrange, presque triste. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, Colette. Tu vas le regretter. » Elle est partie. J'ai entendu la porte claquer, puis le bruit de sa voiture qui démarrait. Je me suis assise sur le canapé. Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait trop fort, mais je ne pleurais pas. Pour la première fois depuis des semaines, je ne pleurais pas. J'ai appelé Maître Duval immédiatement. « Madame Barbier ? Maître, ma belle-fille est entrée chez moi sans permission, avec un agent immobilier. Elle faisait visiter ma maison. » Un silence. Puis, « Elle a utilisé les clés de votre fils ? » ?»« Oui. »« Bien. C'est une violation de domicile. Même avec des clés, elle n'a pas le droit d'entrer chez vous sans votre accord. Vous voulez porter plainte ? » J'ai hésité. Porter plainte contre ma belle-fille, contre la mère de mon petit-fils. Pas encore, mais je veux que vous notiez tout, par écrit, au cas où. Très bien. Et Madame Barbier, l'ordonnance d'expulsion sera remise demain. 72 heures, c'est demain. Demain. Le camion arriverait demain. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai tourné dans la maison. J'ai regardé chaque pièce, chaque meuble, chaque souvenir. Le salon où Madeleine et moi prenions le thé. La cuisine où je préparais des gâteaux pour Jules. Le jardin où Thomas jouait quand il était petit. Cette maison, c'était ma vie, mes souvenirs, mon refuge. Et Aurélie voulait me la prendre. Non, elle ne voulait pas seulement me la prendre. Elle voulait m'effacer, me faire disparaître, comme si je n'avais jamais existé. Vieille inutile, disparaît de ma vue. Ces mots résonnaient encore dans ma tête, mais quelque chose avait changé. Ces mots ne me blessaient plus, ils me renforçaient. Le lendemain matin, j'ai changé les serrures. Un serrurier est venu. Un jeune homme poli, efficace. « Vous voulez garder les anciennes clés, madame ? » ?»« Non, jetez-les. Je veux que personne n'entre ici sans que je le sache. » 2 heures plus tard, les serrures étaient changées. J'avais 3 nouvelles clés. 3. Pour moi seul. Thomas a appelé dans l'après-midi. « Maman, Aurélie m'a dit que tu l'as jetée dehors hier. Qu'est-ce qui te prend ? » « Ce qui me prend ? Elle est entrée chez moi sans permission, avec un agent immobilier.
Elle faisait visiter Emma maison. Elle voulait juste avoir une estimation, sans me demander. Thomas, tu comprends ce que ça veut dire? Elle agit comme si cette maison était déjà à elle, comme si j'étais déjà morte. Maman, arrête d'être parano. Aurélie veut ma maison. Point. Et toi, tu la laisses faire. Tu la laisses me manquer de respect. Me humilier. Tu exagères. Thomas, j'ai changé les serrures. Tes clés ne marchent plus. Si tu veux venir, tu sonnes, comme tout le monde. Long silence. Tu as changé les serrures? Oui. Maman, tu es en train de devenir folle. Non, Thomas, je suis en train de me protéger. Nuance. J'ai raccroché. 2 heures plus tard, on a sonné à la porte. J'ai regardé par la fenêtre. C'était un homme en costume, un porte-document à la main. J'ai ouvert. Madame Colette Barbier? Oui. Huissier de justice. J'ai un document à vous remettre. Mon cœur s'est arrêté. Un huissier. Aurélie avait déjà lancé quelque chose. Une procédure. Une attaque. J'ai pris l'enveloppe. Mes mains tremblaient. Qu'est-ce que c'est? Une convocation. Pour une expertise médicale. À la demande de Madame Aurélie Barbier, qui sollicite l'ouverture d'une mesure de protection à votre égard. Une mesure de protection. La tutelle. Aurélie avait lancé la procédure. J'ai refermé la porte, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, un document officiel. Une convocation pour le 15 novembre. Dans 10 jours. Pour une expertise psychiatrique. Madame Aurélie Barbier, belle-fille de Madame Colette Barbier, sollicite l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire en raison de l'état de santé mentale préoccupant de cette dernière, caractérisé par des troubles de la mémoire, des comportements incohérents et une incapacité à gérer ses biens. J'ai relu. Encore. Troubles de la mémoire, comportements incohérents, incapacité, des mensonges. Tout ça, c'était des mensonges, mais c'était écrit, noir sur blanc, dans un document officiel. J'ai appelé Maître Duval. Elle a décroché immédiatement. Madame Barbier? Maître, je viens de recevoir une convocation. Aurélie demande une mesure de protection. Une expertise psychiatrique. Je sais. J'ai été notifiée ce matin. Mais ne vous inquiétez pas. Vous avez le certificat du docteur Lemoine. Et vous avez la lettre de Madeleine. Nous allons nous battre. Et si le psychiatre, nous choisirons notre propre expert. C'est votre droit. Et nous montrerons que vous êtes parfaitement lucide. Maître, j'ai peur. C'était la première fois que je le disais à voix haute. Je comprends. Mais Madame Barbier, écoutez-moi bien. Demain, votre belle-fille va recevoir l'ordonnance d'expulsion pour l'appartement du 17e. Dans 3 mois, ils devront partir. Et quand elle recevra ce document, elle comprendra que vous n'êtes pas la vieille femme fragile qu'elle croyait. Demain. Le camion arriverait demain. Cette nuit-là, j'ai sorti la photographie. Madeleine, Thomas et moi dans le jardin. Nous sourions tous les 3. J'ai regardé le visage de mon fils, ce petit garçon qui me prenait la main, qui me disait « Je t'aime, maman ». Où était-il passé? Quand avait-il cessé de me voir? Et surtout, est-ce que je le reverrai un jour? J'ai posé la photographie contre mon cœur. J'ai fermé les yeux. Madeleine, donne-moi du courage. Demain, je vais faire mal à mon fils. Mais c'est le seul moyen qu'il comprenne. Dehors, il pleuvait encore. Cette pluie fine, froide, qui n'en finissait pas. Et moi, j'attendais le matin. J'attendais le camion. Le lendemain matin, j'étais debout à 7 heures. Je n'avais pas dormi. Ou si peu. J'ai préparé du café. J'ai bu lentement, debout devant la fenêtre de la cuisine. Le jardin était gris. Les hortensias de Madeleine avaient perdu leurs dernières fleurs. L'automne finissait. L'hiver arrivait. À 9 heures, mon téléphone a sonné. C'était Maître Duval. Madame Barbier, l'huissier est en route. Il sera chez votre fils et votre belle-fille dans 1 heure. Êtes-vous prête? Prête? Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Oui. Bien. Je vous rappelle dans 2 heures, pour savoir comment ça s'est passé. J'ai raccroché. 2 heures. Dans 2 heures, Thomas et Aurélie sauraient. J'ai essayé de lire, de regarder la télévision, de faire quelque chose, n'importe quoi. Mais je ne pouvais pas. J'attendais. À 10h30, mon téléphone a sonné. Thomas. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. « Maman !» Il hurlait. Je ne l'avais jamais entendu hurler comme ça. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Ma main serrait le téléphone. Mon cœur battait trop fort. « Thomas, calme-toi. » Me calmer? Un huissier vient de nous remettre une ordonnance d'expulsion. On a 3 mois pour quitter notre appartement. Tu es devenue folle? Je ne suis pas folle.
Je me protège. Te protéger? En nous jetant à la rue? Cet appartement m'appartient, Thomas. Madeleine me l'a légué, avec la maison. C'est écrit dans le testament. Un silence terrible. Puis la voix d'Aurélie, loin, comme si elle criait dans la pièce. C'est quoi ce délire? Cet appartement est à nous. Et puis un bruit, comme si quelqu'un arrachait le téléphone des mains de Thomas. Colette? C'est Aurélie? Écoute-moi bien, espèce de... Attention à ce que tu vas dire. Ma voix était calme, glaciale même. Tu ne peux pas faire ça. Cet appartement, on y habite depuis 10 ans. Tu n'as pas le droit. J'ai tous les droits. C'est mon bien, légalement. Et le testament prévoit une clause spécifique. Je peux le récupérer quand je le juge nécessaire, avec un préavis de 3 mois. J'entendais sa respiration, rapide, haineuse. Pourquoi tu fais ça? Pour te venger? Parce que je t'ai dit la vérité l'autre soir? Non. Parce que tu as lancé une procédure de tutelle contre moi. Parce que tu veux me faire passer pour folle. Parce que tu veux voler ma maison. Je ne vole rien. Cette maison devrait revenir à Thomas. Cette maison est à moi. Et maintenant, vous savez ce que ça fait d'avoir peur de perdre son toit. Exactement ce que vous vouliez me faire subir. Un silence. Puis, tu vas le payer, Colette. Je te le jure, tu vas le payer. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait à tout rompre. Mais je ne pleurais pas. Je respirais, profondément, lentement. C'était fait. 1 heure plus tard, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par la fenêtre. C'était Thomas, seul. Son visage était défait, ses yeux rouges. J'ai ouvert. Il était là, sur le seuil, les épaules basses, comme un enfant perdu. « Maman !» Sa voix s'est brisée. « Maman, s'il te plaît, retire cette ordonnance. On n'a nulle part où aller. » Jules. Jules va devoir changer d'école. On n'a pas les moyens de trouver un autre appartement à Paris. Je l'ai regardé. Ce fils que j'avais porté. Élevé, aimé. Thomas, entre. Nous nous sommes assis dans le salon. Lui sur le canapé. Moi dans le fauteuil en face. Entre nous, la table basse. Et sur cette table, la photographie. Madeleine, Thomas et moi. Nous 3, il y a 20 ans. Thomas a regardé la photo. Longtemps. Je me souviens de ce jour-là. J'avais 20 ans. On était dans le jardin. Grand-mère avait fait un gâteau. Tu portais une robe blanche. Oui, on était heureux. Oui, on était heureux. Il a levé les yeux vers moi. Des larmes coulaient sur ses joues. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Comment on en est arrivé là? J'ai pris une grande inspiration. Thomas, regarde-moi. Regarde-moi vraiment. Il a levé les yeux. Est-ce que tu penses vraiment que je suis folle? Que j'ai des troubles de la mémoire? Que je suis incohérente? Il a baissé les yeux. Non. Alors pourquoi tu laisses Aurélie lancer une procédure de tutelle contre moi? Long silence. Puis, si bas que j'ai à peine entendu, parce que je suis faible, parce qu'elle est plus forte que moi, parce que j'ai peur de la perdre. Il pleurait maintenant, vraiment, comme un enfant. Thomas, écoute-moi. Si tu continues sur cette voie, ce n'est pas elle que tu vas perdre, c'est moi, c'est ta mère. Il s'est essuyé les yeux avec sa manche. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois choisir, entre elle et moi, entre la cupidité et l'amour, entre la facilité et la vérité. Je ne peux pas choisir, maman. C'est ma femme, c'est la mère de mon fils. Et moi? Je suis quoi? Je suis qui? Il ne répondait pas. Je me suis levée. Je suis allée chercher une enveloppe dans le tiroir du buffet. À l'intérieur, la lettre de Madeleine, celle qu'elle m'avait écrite avant de mourir. Lis ça. Thomas a pris la lettre. Il l'a lue. Lentement. Je voyais ses lèvres trembler. Quand il a fini, il a levé les yeux vers moi. Grand-mère savait. Elle savait qu'Aurélie... Oui, elle savait. Et elle m'a protégée. Même après sa mort. Il a replié la lettre. Il me l'a rendue. Maman, retire l'ordonnance d'expulsion. S'il te plaît. Je vais parler à Aurélie. Je vais lui dire d'arrêter la procédure de tutelle. Non. Quoi? Non, Thomas. Pas comme ça. D'abord, Aurélie retire sa procédure. Officiellement. Devant un notaire. Et ensuite, on verra. Mais maman, il n'y a pas de « mais », Thomas. Vous avez voulu jouer. Vous avez voulu me faire passer pour folle. Vous avez voulu me voler ma maison. Maintenant, vous allez comprendre ce que ça fait d'avoir peur. Il s'est levé. Il était pâle, fatigué, vieilli. Tu es devenu dur, maman? Non, Thomas. Je suis devenu lucide. Nuance. Il est parti sans dire au revoir. J'ai regardé par la fenêtre. Il marchait lentement vers sa voiture, les épaules basses,
la tête penchée. Et moi? J'ai posé ma main sur la photographie. Madeleine, j'espère que j'ai fait ce qu'il fallait. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Le soir même, Maître Duval m'a appelé. Madame Barbier, votre belle-fille a contacté mon cabinet. Elle veut négocier. Mon cœur s'est serré. Négocier quoi? Elle propose de retirer la procédure de tutelle si vous retirez l'ordonnance d'expulsion. Non. Madame Barbier? Non, maître. Elle retire d'abord, officiellement, devant témoin, avec un document signé où elle reconnaît que je suis lucide et en pleine possession de mes moyens. Et après, seulement après, on parlera de l'appartement. Un silence. Vous êtes sûre? Certaine. Très bien, je transmets. Cette nuit-là, j'ai dormi. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi, profondément, sans rêve. Et quand je me suis réveillée, le soleil brillait. Un rayon doré traversait la chambre et venait toucher le pied du lit. Dehors, dans le jardin, un merle chantait. L'hiver arrivait. Mais quelque chose en moi s'était réchauffé. Quelque chose comme la dignité. Quelque chose comme la force. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel. Thomas encore. Maman, Aurélie accepte. Elle va retirer la procédure. Elle va signer le document. Mais après, tu retires l'ordonnance, d'accord? On verra, Thomas, on verra. Maman, amène-la chez le notaire demain, 15 heures. Maître Blanchard, tu connais l'adresse. Maman, s'il te plaît. À demain, Thomas. J'ai raccroché. Demain, je verrai Aurélie, face à face. Et cette fois, c'est elle qui allait plier. Le lendemain, à 15h moins 5, j'étais devant le cabinet de Maître Blanchard. J'avais mis mon manteau bleu marine, celui que Madeleine aimait. J'avais noué un foulard de soie autour de mon cou. Je m'étais maquillée avec soin. Je voulais qu'Aurélie me voie, vraiment me voie. Pas une vieille femme fragile, pas une proie facile, une femme debout. Thomas et Aurélie sont arrivés à 15h pile. Ils sont sortis de leur voiture. Thomas avait l'air fatigué. Aurélie, elle, marchait vite, la tête haute, le regard dur. Quand elle m'a vue, elle s'est arrêtée. Nous nous sommes regardés, longtemps, sans un mot. Dans ses yeux, j'ai vu la haine, mais aussi autre chose. Quelque chose qu'elle essayait de cacher. La peur. Elle avait peur de moi. Maître Blanchard nous a accueillis dans son bureau. Une grande pièce avec des bibliothèques en bois sombre. Une odeur de papier ancien. Une fenêtre qui donnait sur la rue. Mesdames, monsieur, asseyez-vous. Nous nous sommes assis, Aurélie à ma droite, Thomas à côté d'elle, moi seul de mon côté de la table. Maître Blanchard a posé un document devant Aurélie. Madame Barbier, voici le document de rétractation. En le signant, vous retirez officiellement votre demande de mesure de protection concernant Madame Colette Barbier. Vous reconnaissez également qu'elle est en pleine possession de ses moyens mentaux et physiques. Aurélie a pris le document. Elle l'a lu, lentement. Ses mâchoires étaient lixérées. Puis elle a levé les yeux vers moi. « Tu es contente de toi, Colette? Tu nous mets à la rue pour nous forcer à signer ça? Je ne vous mets pas à la rue. Je récupère ce qui m'appartient. Nuance. C'est du chantage. Non, c'est de la justice. » Maître Blanchard s'est raclé la gorge. « Madame Barbier, si vous ne souhaitez pas signer, vous êtes libre de partir. Mais dans ce cas, l'ordonnance d'expulsion reste valide. Vous avez 3 mois pour quitter l'appartement. » Aurélie a regardé Thomas. Il ne disait rien. Il regardait le sol, les mains jointes. Thomas, dis quelque chose. Il a levé les yeux. Des yeux fatigués, éteints. Signe, Aurélie, s'il te plaît. On n'a pas le choix. Pas le choix? C'est ta mère qui nous fait ça. C'est à toi de... De quoi? De me battre contre elle? Elle a raison, Aurélie. Elle a toujours eu raison. Et nous avons été injustes. Le visage d'Aurélie est devenu blanc. Quoi? Tu prends son parti maintenant? Je ne prends le parti de personne. Je reconnais la vérité. Maman n'est pas folle. Tu le sais, je le sais. On a voulu la manipuler. Et maintenant, elle se défend. Aurélie a regardé son mari. Puis moi, puis le document. Finalement, elle a pris le stylo. Elle l'a serré si fort que ses doigts sont devenus blancs. Elle a signé, d'un geste sec, violent. Voilà, tu es contente? Tu as gagné. Tu as humilié ta belle-fille devant un notaire. Tu as brisé ta propre famille. Non, Aurélie, c'est toi qui as brisé cette famille. Le jour où tu as hurlé devant mon petit-fils, le jour où tu m'as insulté, le jour où tu as voulu me voler ma maison. Elle s'est levée brusquement.
La chaise a grincé. Tu sais quoi, Colette? Tu peux garder ta maison, tu peux garder tes meubles, tu peux garder tes souvenirs, mais tu seras seule, toute seule, parce que Jules, tu ne le verras plus. Jamais. Je te le promets. Les mots ont frappé comme une gifle. Jules, mon petit-fils, j'ai senti mes jambes trembler, mais je ne me suis pas levée. Tu ne peux pas faire ça. Oh si je peux, c'est mon fils, et je décide qui le voit ou pas. Tu veux jouer? Alors on joue? Mais tu vas perdre ce qui compte le plus. Tu vas perdre Jules. Thomas s'est levé à son tour. Aurélie, arrête. Tu ne peux pas. Je ne peux pas quoi? Protéger mon fils d'une grand-mère qui détruit sa propre famille? Bien sûr que je peux. Elle s'est tournée vers moi. Son regard était glacial. Tu ne reverras plus Jules. C'est fini. Tu as choisi ta maison. Tu as choisi tes meubles. Tu as choisi ton orgueil. Eh bien, assume. Elle est sortie en claquant la porte. Thomas est resté, debout, incapable de bouger. Maman, je suis désolée. Va-t'en, Thomas. Maman, va-t'en. Rejoins ta femme. Obéis-lui. Comme tu l'as toujours fait. Il est parti. Lentement. Comme un fantôme. Maître Blanchard s'est assis en face de moi. Il a enlevé ses lunettes. Il a frotté ses yeux. Madame Barbier, je suis désolée. Je ne répondais pas. Je regardais la porte par où ils étaient repartis. Jules. Je ne reverrai plus Jules. Ses rires, ses gâteaux au citron, ses petites mains dans les miennes. Fini. Madame Barbier, vous voulez que je retire l'ordonnance d'expulsion maintenant qu'elle a signé? J'ai réfléchi. Longtemps. Puis j'ai secoué la tête. Non, pas encore. Donnez-moi quelques jours. Très bien. Je suis rentrée chez moi. La maison était silencieuse, vide. J'ai monté dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir. J'ai pris la photographie. Madeleine, Thomas et moi dans le jardin. Et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis le début de cette bataille, j'ai pleuré. Pas pour moi, pour Jules. Pour ce petit garçon de 5 ans qui ne comprendrait pas pourquoi mamie n'était plus là. Pourquoi il ne mangeait plus ses gâteaux? Pourquoi il ne jouait plus dans le jardin? J'avais gagné la maison, mais j'avais perdu mon petit-fils. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je tournais dans la maison. Chaque pièce me renvoyait un souvenir de Jules. Le salon où il jouait avec ses petites voitures. La cuisine où je lui préparais des goûters. Le jardin où il courait après les papillons. Tout était là, intact, vide. À 4 heures du matin, je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai pris une feuille de papier. J'ai commencé à écrire. Une lettre, pour Jules. Mon petit Jules, tu es trop petit pour comprendre maintenant. Mais un jour, tu liras cette lettre, et tu comprendras. Mamie t'aime, plus que tout au monde. Et si on ne se voit plus, ce n'est pas parce que je ne veux pas te voir. C'est parce que parfois, les adultes font des choix difficiles. Des choix qui font mal. J'ai choisi de protéger ce qui m'avait été donné. J'ai choisi de rester debout. J'ai choisi de ne pas me laisser effacer. Et ce choix, mon chéri, a un prix. Le prix, c'est toi. Mais sache que chaque jour, je penserai à toi. Chaque jour, je me souviendrai de ton rire, de tes mains dans les miennes, de ton sourire quand tu mangeais mes gâteaux. Et j'espère qu'un jour, quand tu seras grand, tu viendras me voir, tu sonneras à cette porte, et moi, je t'ouvrirai. Et on se retrouvera. Je t'aime, mon petit Jules, pour toujours. Mamie Colette. J'ai plié la lettre. Je l'ai glissée dans une enveloppe. J'ai écrit son nom dessus. Jules Barbier. Puis, je l'ai rangée dans le tiroir, avec la lettre de Madeleine, avec la photographie. Un jour, peut-être, il la lirait. Un jour, peut-être, il comprendrait. Le lendemain matin, le téléphone a sonné. C'était une amie, Marguerite, une femme de mon âge que je connaissais depuis 40 ans. Colette, j'ai entendu ce qui se passe avec Thomas et Aurélie. Comment vas-tu? Sa voix était douce, inquiète. Je vais bien, Marguerite. Enfin, je crois. Colette, écoute-moi. Ce que tu as fait, c'est courageux. Mais tu dois savoir une chose. Les gens qui ont un cœur de pierre finissent toujours par payer, d'une manière ou d'une autre. Tu n'as rien à faire. La vie s'en charge. Tu crois? J'en suis certaine. J'ai vu trop de choses dans ma vie. Les méchants ne gagnent jamais vraiment. Ils se détruisent eux-mêmes. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps assise près de la fenêtre. Les mots de Marguerite résonnaient en moi. La vie s'en charge. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que la vie rendait vraiment justice? Je ne savais pas, mais quelque chose en moi voulait y croire. 3 jours plus tard, j'ai appelé Maître Blanchard. « Maître,
Je veux retirer l'ordonnance d'expulsion. Un silence. Vous êtes sûre, Madame Barbier? Oui. Aurélie a signé. Elle a retiré sa procédure. C'est fini. Je ne veux pas les mettre à la rue. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas qui je suis. Très bien. Je m'en occupe. J'ai raccroché. Je regardais le jardin, les hortensias de Madeleine, les feuilles mortes sur la pelouse. J'avais gagné, mais j'avais aussi perdu. Et maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre. Attendre que la vie fasse son travail. Attendre que le temps révèle la vérité. Les jours ont passé, puis les semaines. J'ai retiré l'ordonnance d'expulsion. Thomas et Aurélie sont restés dans leur appartement. Ils ne m'ont pas remercié. Ils ne m'ont pas appelé. Le silence s'est installé. Lourd, définitif. Au début, c'était difficile. Je me réveillais le matin et la première pensée qui me venait, c'était Jules. Son visage, son rire, ses petites mains. Puis, lentement, j'ai appris à vivre avec ce vide. Un matin de décembre, je me suis réveillée et j'ai décidé quelque chose. Je ne passerai pas le reste de ma vie à attendre, à pleurer, à regretter. J'avais 75 ans, peut-être 10 ans devant moi, peut-être 15, peut-être plus. Et ces années, je les vivrai, vraiment. J'ai ouvert les volets. Le soleil d'hiver entrait dans la chambre, froid mais lumineux. Madeleine, tu m'as donné cette maison pour que je vive. Alors je vais vivre. J'ai commencé par le jardin. Les hortensias avaient besoin d'être taillées. La pelouse était pleine de feuilles mortes. Les rosiers étaient envahis de mauvaises herbes. J'ai enfilé mes gants. J'ai pris mes outils. Et j'ai travaillé, pendant des heures, sous le soleil froid. Les mains dans la terre. C'était bon. C'était simple. C'était vrai. Quand j'ai eu fini, le jardin avait repris vie. Il respirait, comme moi. Le lendemain, j'ai appelé Marguerite. « Marguerite, tu es libre pour déjeuner ?»« Toujours, ma chérie. Où veux-tu qu'on aille ? Viens chez moi, je vais cuisiner. » Elle est venue. Nous avons déjeuné dans la cuisine. Nous avons parlé, ri, pleuré aussi, un peu. « Colette, tu as l'air différente. » « Différente comment ? Plus légère. Comme si un poids s'était enlevé de tes épaules. » J'ai souri. Peut-être. J'ai compris quelque chose, tu sais. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer. On ne peut pas forcer les gens à être justes. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec dignité. Et laisser la vie faire le reste. Marguerite a posé sa main sur la mienne. Tu as raison. Et tu sais quoi ? La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Toujours. Les semaines suivantes, j'ai commencé à sortir. À marcher dans Neuilly, à aller au marché, à discuter avec les commerçants. J'avais passé tellement d'années enfermée, entre mon mari, puis Madeleine malade, puis cette bataille avec Aurélie. Maintenant, j'étais libre, et cette liberté, elle avait un goût étrange, doux et amer à la fois. Un jour, au marché, j'ai rencontré une femme. Elle s'appelait Simone. Elle avait 70 ans. Une femme élégante, souriante, avec des cheveux blancs coupés courts. Vous habitez dans le quartier ? Oui. Avenue Victor Hugo. Quelle coïncidence. Moi aussi, au numéro 32. Nous avons commencé à parler, puis à prendre le café ensemble, puis à nous promener. Simone était veuve. Elle vivait seule depuis 10 ans. Elle avait 2 fils qui habitaient à l'étranger. Elle les voyait 1 fois par an. Au début, c'était difficile, disait-elle. Mais maintenant, j'ai appris. J'ai mes amis, mes activités, ma vie. On n'a pas besoin de famille pour être heureuse, tu sais. On a juste besoin de soi-même. Ces mots résonnaient en moi. En janvier, je me suis inscrite à un cours de peinture, un atelier dans le quartier, tous les jeudis après-midi. J'avais toujours voulu peindre, mais je n'avais jamais osé. Maintenant, j'osais. Le premier jour, j'étais nerveuse, maladroite. Mes coups de pinceau étaient hésitants. Mais le professeur, un homme d'une 50aine d'années, était patient. Madame Barbier, ne cherchez pas la perfection, cherchez l'émotion. Peignez ce que vous ressentez, pas ce que vous voyez. J'ai essayé. Et petit à petit, quelque chose est sorti. Des couleurs, des formes, des émotions que je ne savais même pas que j'avais. Un jour, j'ai peint le jardin, les hortensias de Madeleine, le banc où nous prenions le thé. Quand j'ai eu fini, j'ai regardé ma toile. Et j'ai souri. C'était imparfait, maladroit, mais c'était moi. En février, Thomas m'a appelé, pour la première fois depuis des semaines. Maman, sa voix était étrange, fatiguée, cassée. Oui, Thomas, je voulais prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu ? Je vais bien. Et toi ? Un silence.
ça va. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Je l'entendais dans sa voix. Quelque chose n'allait pas. Thomas, dis-moi la vérité. Un autre silence. Puis, Aurélie et moi, on se dispute beaucoup. Depuis quelques semaines, elle est différente. Différente comment? Je ne sais pas. Nerveuse, agressive. Elle crie sur Jules, sur moi. Elle dit que c'est de ta faute, que tout est de ta faute. Mon cœur s'est serré. Et toi, tu penses que c'est de ma faute? Long silence. Non, maman, je pense que c'est de la nôtre, de la mienne surtout. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû... Sa voix s'est brisée. Thomas, écoute-moi. Il n'est jamais trop tard pour changer. Jamais. Je ne sais pas si c'est vrai, maman. Je ne sais plus. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps assise près de la fenêtre. Les mots de Marguerite me revenaient. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Aurélie changeait. La tension montait. Les disputes commençaient. Je n'avais rien fait. Je n'avais pas cherché vengeance. Je n'avais pas comploté. J'avais juste vécu, avec dignité, avec calme. Et la vie, elle, faisait son travail. En mars, j'ai reçu une lettre manuscrite. L'écriture était maladroite, enfantine. C'était Jules. Chère mamie, maman dit que tu es méchante. Papa dit que c'est compliqué. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu ne viens plus. Tu me manques. Tes gâteaux aussi. Je t'aime. Jules. J'ai lu la lettre 10 fois, 20 fois. Mes mains tremblaient. Mes yeux étaient pleins de larmes. Jules. Mon petit Jules. Il ne m'avait pas oublié. J'ai posé la lettre sur la table, à côté de la photographie. Madeleine, Thomas et moi dans le jardin. Et j'ai compris quelque chose. Le temps fait plus que la justice. Le temps révèle la vérité. Jules grandissait. Un jour, il comprendrait. Un jour, il viendrait. Et ce jour-là, je serai là, dans cette maison, à l'attendre. En avril, Simone m'a invité à un dîner, chez elle, avec d'autres amis. Nous étions 6 femmes entre 60 et 80 ans, toutes avec une histoire, toutes avec des cicatrices, toutes encore debout. Nous avons ri, mangé, parlé de la vie, de nos enfants, de nos déceptions, de nos victoires. À nous, les femmes qui n'ont pas baissé les bras, a dit Simone en levant son verre. Nous avons toutes levé nos verres, et j'ai senti quelque chose que je n'avais pas senti depuis longtemps, de la joie. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai regardé la maison, cette grande maison que Madeleine m'avait donnée. Les lumières étaient allumées, le jardin était propre, les hortensias allaient bientôt fleurir. J'étais seule, oui, mais je n'étais pas vide. J'avais mes amis, mes activités, ma peinture, ma dignité. J'avais ma vie. Et cette vie, personne ne pouvait me la prendre. Un matin de mai, j'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti la photographie, Madeleine, Thomas et moi, dans le jardin. Je l'ai regardée longtemps. Puis j'ai souri. Madeleine, tu avais raison. La vie rend toujours ce qu'on lui donne. Et moi, j'ai donné de l'amour. Alors un jour, l'amour reviendra. J'ai remis la photographie dans le tiroir, à côté de la lettre de Jules. Et je suis descendue dans le jardin. Les hortensias commençaient à fleurir. Bleu, rose, blanc, comme chaque printemps. Comme toujours, la vie continuait, et moi aussi. Juin est arrivé, puis juillet. L'été s'installait sur Paris. Je vivais, simplement, tranquillement. Je peignais, je voyais mes amis, je m'occupais du jardin, mais parfois, la nuit, je pensais à eux, à Thomas, à Aurélie, à Jules. Je me demandais comment ils allaient, s'ils pensaient à moi. Si Jules se souvenait encore de mes gâteaux. Et puis, un matin d'août, le téléphone a sonné. C'était Thomas. « Maman ?» Sa voix était différente, brisée, presque suppliante. « Oui, Thomas, il faut que je te parle. Je peux venir ?» J'ai hésité. Puis, « Oui, viens. » 1 heure plus tard, il était là, sur le seuil de la maison, les épaules basses, le visage creusé, vieilli. Il n'était plus l'homme qu'il avait été. Quelque chose s'était cassé en lui. Nous nous sommes assis dans le salon. Comme la dernière fois, lui sur le canapé, moi dans le fauteuil. Entre nous, la photographie, toujours la même. Madeleine, Thomas et moi dans le jardin. Maman, Aurélie et moi, on se sépare. Les mots sont tombés comme des pierres. Quoi ? On se sépare. C'est fini. Je ne peux plus. Je ne peux plus vivre avec elle. Thomas, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a baissé les yeux. Ses mains tremblaient. Tout s'est effondré.
depuis cette histoire avec toi. Depuis qu'elle a signé ce document chez le notaire, elle a changé. Elle est devenue quelqu'un d'autre. Il m'a raconté. Après la signature chez le notaire, Aurélie était rentrée en rage. Elle avait claqué les portes, hurlé, cassé des assiettes. C'est de ta faute, c'est à cause de toi. Ta mère nous a humiliés. Thomas avait essayé de la calmer. Mais plus il essayait, plus elle s'enfonçait dans sa colère. Les semaines suivantes, elle était devenue obsédée. Elle parlait de moi sans arrêt, de la maison, du testament, de l'injustice. Elle nous a volés, Thomas. Ta grand-mère aurait dû te laisser cette maison. C'est ton droit. Il faut se battre. Il faut contester le testament. Mais Thomas ne voulait plus se battre. Il était fatigué, honteux, rongé de remords. Aurélie, arrête. Maman avait raison. On a été injuste. Grand-mère a fait ce qu'elle voulait. C'est tout. Les disputes avaient à commencer. Chaque jour, chaque soir. Aurélie criait sur Thomas, sur Jules, sur tout le monde. Elle avait perdu son emploi. Elle travaillait dans une agence immobilière. Mais après une dispute avec sa patronne, elle avait été licenciée. C'est de ta faute, Thomas. Si on avait cette maison, je n'aurais pas besoin de travailler. Je n'aurais pas à subir ces gens. Thomas avait essayé de la soutenir, de chercher un autre travail pour elle. Mais Aurélie refusait tout. Je ne veux pas d'un autre travail. Je veux notre maison. La maison qui nous revient. Elle ne parlait plus de Madeleine, plus de moi, seulement de la maison. Comme si cette maison était devenue une obsession, un fantôme qui la hantait. Puis un jour, Jules avait posé une question. « Papa, pourquoi on ne voit plus mamie Colette ?» Aurélie avait explosé. « Parce que ta grand-mère est une voleuse, parce qu'elle nous a pris ce qui nous appartient. Voilà pourquoi. » Jules s'était mis à pleurer. Thomas avait pris son fils dans ses bras. « Bon, Aurélie, ça suffit. Tu ne parles pas de ma mère comme ça devant mon fils. »« Ah oui? Et qu'est-ce que tu vas faire? Me quitter? Vas-y, quitte-moi. Retourne chez ta maman chérie. » C'est à ce moment-là que Thomas avait compris. Il ne reconnaissait plus la femme qu'il avait épousée, la femme qu'il avait aimée. Cette femme-là n'existait plus. Peut-être n'avait-elle jamais existé. « Maman, j'ai honte. J'ai tellement honte de ce que je t'ai fait subir, de ce que je t'ai dit, de comment je t'ai traité. » Il pleurait maintenant, vraiment, comme un enfant. Je me suis levée, je me suis assise à côté de lui, j'ai pris sa main. « Thomas, écoute-moi. On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer l'avenir. Je ne sais pas comment. Je suis perdue, maman. J'ai tout gâché. » « Non, tu n'as pas tout gâché. Tu es là. Tu es venue. C'est déjà beaucoup. » Il a levé les yeux vers moi. « Tu me pardonnes ?» J'ai réfléchi. Longtemps. « Je ne sais pas, Thomas. Pas encore. Mais je veux essayer. » Il est resté 2 heures. Nous avons parlé. De tout. De Jules. De l'avenir. De la séparation. Je vais prendre un appartement. Un petit studio pour commencer. Jules viendra un week-end sur 2. Aurélie garde l'appartement. Pour l'instant. Et elle? Comment va-t-elle? Thomas a secoué la tête. Mal. Très mal. Elle ne sort plus. Elle ne voit plus personne. Elle reste enfermée dans l'appartement. Elle rumine. Elle pleure. Elle parle toute seule. Un frisson m'a traversé. Thomas, elle a besoin d'aide. D'un médecin. D'un psychologue. Je sais. Mais elle refuse. Elle dit que tout le monde est contre elle. Que c'est un complot. Que tu as monté les gens contre elle. J'ai fermé les yeux. Aurélie s'était détruite elle-même. Avec sa colère, sa cupidité, son obsession. Je n'avais rien fait. Rien du tout. La vie s'était chargée du reste. Septembre est arrivé. Thomas venait me voir 1 fois par semaine. Avec Jules. Le premier jour où j'ai revu mon petit-fils, j'ai pleuré. Il avait grandi. Il avait 6 ans maintenant. Ses cheveux étaient plus longs. Son visage plus fin. Mamie. Il s'est jeté dans mes bras. J'ai respiré son odeur. Ses cheveux. Sa peau. Mon Jules. Mon petit Jules. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, mamie. Papa m'a dit que tu n'étais pas méchante. Que maman s'était trompée. J'ai regardé Thomas. Il a hoché la tête. Je lui ai dit la vérité. Il était temps. Ce jour-là, j'ai préparé un gâteau au citron. Comme avant. Jules était assis sur le plan de travail. Il me regardait mélanger la pâte. « Mamie, pourquoi maman est tout le temps triste maintenant ?» Mon cœur s'est serré. « Je ne sais pas, mon chéri. Parfois, les adultes sont tristes. C'est compliqué. Papa dit qu'elle est malade, mais pas malade du corps. Malade du cœur. Malade du cœur. Oui,
C'était exactement ça. En octobre, j'ai croisé Aurélie, par hasard, dans la rue, près du marché de Neuilly. Elle marchait lentement, le regard vide, les cheveux négligés, le manteau froissé. Quand elle m'a vue, elle s'est arrêtée. Nous nous sommes regardés, longtemps, sans un mot. Dans ses yeux, je n'ai plus vu de haine, plus de colère, juste du vide, une immense solitude, un regard éteint. Elle m'avait traité de folle, de vieille inutile. Elle avait voulu me détruire. Et maintenant, c'était elle, perdue, brisée, seule. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Elle a ouvert la bouche, comme si elle voulait dire quelque chose. Puis, elle s'est détournée. Elle est partie, lentement, les épaules basses. Je suis restée là, immobile, le cœur serré. Je ne ressentais pas de joie, pas de satisfaction, pas de victoire, juste de la tristesse. Une tristesse profonde pour cette femme qui s'était détruite elle-même. Le soir même, j'ai appelé Thomas. « Thomas, j'ai vu Aurélie aujourd'hui. Elle n'a pas l'air bien, vraiment pas bien. Je sais, maman. » Sa sœur essaie de l'aider, mais Aurélie refuse tout. Elle dit qu'elle n'a besoin de personne. Thomas, malgré tout ce qui s'est passé, je ne lui souhaite pas de mal. Tu comprends? Je ne veux pas qu'elle souffre. Un long silence. Je sais, maman. C'est pour ça que tu es toi, et que je t'aime. En novembre, j'ai appris qu'Aurélie avait été hospitalisée. Une dépression sévère, un épuisement nerveux. Sa sœur l'avait trouvée chez elle, seule, dans le noir, prostrée. Les médecins parlaient de semaines, peut-être de mois. Quand Thomas me l'a annoncé, j'ai senti mes jambes trembler. Elle est dans quel hôpital? Sainte-Anne, le service psychiatrique. Sainte-Anne, le grand hôpital psychiatrique de Paris. Aurélie, qui avait voulu me faire passer pour folle, était maintenant elle-même internée. La vie avait rendu justice, mais à quel prix? Un dimanche après-midi, j'ai pris le métro. Je suis allée à Sainte-Anne. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas ce que j'allais dire, mais je devais y aller. J'ai demandé à voir Aurélie Barbier. L'infirmière m'a regardée avec surprise. « Vous êtes de la famille ?» J'étais sa belle-mère. Elle ne reçoit presque personne. Mais je vais voir. 10 minutes plus tard, l'infirmière est revenue. Elle accepte. Chambre 207, 2e étage. J'ai monté les escaliers, lentement. Mon cœur battait trop fort. J'ai frappé à la porte. Une voix faible a répondu « Entrez ». J'ai ouvert. Aurélie était assise sur le lit, en robe de chambre, les cheveux courts, mal coupés, le visage sans maquillage, les yeux cernés. Elle m'a regardée, sans surprise, comme si elle m'attendait. « Colette. »« Bonjour, Aurélie. » Je me suis assise sur la chaise près du lit. Nous sommes restées silencieuses, longtemps. Puis Aurélie a parlé. Sa voix était cassée, presque inaudible. « Pourquoi tu es venue ? » ?»« Je ne sais pas. »« Pour te moquer de moi ? Pour voir dans quel état je suis ? » ?»« Non, jamais. » Elle a détourné les yeux. Elle regardait la fenêtre, le ciel gris, les arbres sans feuilles. « J'ai tout perdu, Colette. Mon travail, mon mari. Mon fils me regarde avec pitié. Et cette maison qui me hantait, je m'en fiche maintenant. Je m'en fiche tellement. Aurélie, tu avais raison. Tu as toujours eu raison. Je suis devenue quelqu'un de horrible. Quelqu'un que je ne reconnais même pas. » Elle pleurait maintenant, doucement, sans bruit. « Je te demande pardon, Colette, pour tout, pour les mots, pour les menaces, pour tout ce que je t'ai fait subir. » J'ai senti ma gorge se serrer. « Aurélie, on ne peut pas changer le passé, mais on peut apprendre, on peut devenir meilleur. Je ne sais pas si je peux, je ne sais pas si j'en ai la force. Tu l'as, crois-moi, tu l'as. » Elle a levé les yeux vers moi, des yeux remplis de larmes, de regrets, de honte. « Pourquoi tu es gentille avec moi? Après tout ce que j'ai fait? Parce que la vengeance ne répare rien, parce que la haine ne guérit rien, et parce que, malgré tout, tu es la mère de mon petit-fils. Et pour lui, je veux que tu ailles mieux. » Je suis restée 1 heure. Nous avons parlé. Peu, mais c'était déjà beaucoup. En partant, j'ai posé ma main sur son épaule. « Guéris, Aurélie, pour toi, pour Jules, pour ton avenir. » Elle a hoché la tête, sans rien dire. En sortant de l'hôpital, j'ai marché longtemps dans les rues de Paris. Le soir tombait. Les lumières s'allumaient une à une. Je pensais à Aurélie, à son regard vide, à sa souffrance. La vie lui avait rendu ce qu'elle avait donné. La colère, la haine, l'obsession.
Mais maintenant, elle payait le prix, un prix terrible. Et moi, je n'éprouvais pas de joie, pas de satisfaction, juste une immense compassion pour cette femme brisée, pour cette âme perdue. La justice était faite, mais elle avait le goût amer des cendres. Nous sommes maintenant en décembre, 1 an après le début de cette histoire. 1 an depuis ce dîner où Aurélie a hurlé, où Jules a pleuré, où tout a basculé. Je suis assise dans le jardin, sur le banc, le même banc où Madeleine et moi prenions le thé. Il fait froid, mais le soleil brille, un soleil d'hiver, pâle et doux. Les hortensias sont endormis, mais je sais qu'au printemps, ils refleuriront, comme chaque année, comme toujours. Jules est à l'intérieur. Il fait ses devoirs sur la table de la cuisine. Il vient tous les mercredis maintenant, parfois le week-end aussi. Thomas vient avec lui. Nous parlons, nous prenons le café, nous reconstruisons, lentement, patiemment. Ce n'est plus comme avant, ça ne sera jamais comme avant. Mais c'est quelque chose, c'est un début. Aurélie est sortie de l'hôpital en octobre. Elle suit un traitement. Elle voit un psychiatre 2 fois par semaine. Elle habite maintenant chez sa sœur, dans le sud de Paris. Elle voit Jules 1 fois par mois, sous surveillance, progressivement. Thomas me dit qu'elle va mieux, qu'elle parle moins, qu'elle écoute plus, qu'elle essaie de comprendre ce qui s'est passé en elle. Je ne l'ai pas revue depuis l'hôpital. Peut-être un jour, peut-être jamais. Je ne sais pas, mais je ne lui en veux plus. La colère est partie. Il ne reste que de la tristesse, pour elle, pour ce qu'elle a perdu, pour ce qu'elle aurait pu être. Hier, Thomas m'a apporté quelque chose, une enveloppe. « Maman, Aurélie m'a demandé de te donner ça. » À l'intérieur, une lettre, manuscrite. L'écriture était tremblante, hésitante. « Chère Colette, je ne sais pas si tu liras cette lettre, je ne sais même pas si tu voudras la lire, mais je dois t'écrire pour te dire que j'ai compris. J'ai compris que ce que je cherchais dans cette maison, ce n'était pas un toit, c'était une valeur, une preuve que j'existais, que je valais quelque chose. Je venais d'une famille pauvre, je n'avais rien. Et quand j'ai vu cette maison, j'ai cru que si je l'avais, je serais enfin quelqu'un, quelqu'un d'important, quelqu'un qui compte. Mais je me trompais. On ne devient pas quelqu'un en prenant aux autres. On devient quelqu'un en se construisant soi-même. Tu m'as montré ça. Sans le vouloir, tu t'es tenu debout. Tu as défendu ce qui t'appartenait. Et moi, je me suis effondrée. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de savoir que j'ai compris et que je vais essayer de devenir meilleure. Pour Jules, pour moi, merci d'être venu me voir à l'hôpital. Personne d'autre n'est venu. Juste toi, Aurélie. J'ai lu cette lettre plusieurs fois et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. Aurélie avait compris. Elle avait compris que la vie ne se gagne pas en prenant. Elle se gagne en donnant, en étant, en existant avec dignité. C'était tout ce que j'espérais. Ce matin, j'ai monté dans le bureau de Madeleine. J'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti la photographie. Madeleine, Thomas et moi dans le jardin, il y a 20 ans. Je l'ai regardée longtemps. Puis, j'ai sorti aussi la lettre de Madeleine, celle qu'elle m'avait écrite avant de mourir, et la lettre de Jules, celle qu'il m'avait envoyée quand il ne me voyait plus. 3 lettres, 3 générations, 3 amours. J'ai tout rangé dans une boîte, une belle boîte en bois que Madeleine m'avait offerte. À l'intérieur, j'ai aussi mis la lettre d'Aurélie. Un jour, Jules sera grand. Il ouvrira cette boîte, il lira ces lettres, et il comprendra. Il comprendra que la vie est compliquée, que les gens font des erreurs, mais qu'on peut toujours se relever, toujours apprendre, toujours devenir meilleur. Cet après-midi, Jules est sorti dans le jardin. Il m'a rejointe sur le banc. « Mamie, tu es triste ?»« Non, mon chéri. Je réfléchis. »« À quoi ?»« À la vie, au temps qui passe, aux gens qu'on aime. » Il a posé sa tête sur mon épaule. « Moi, je t'aime, mamie. Moi aussi, mon Jules. Plus que tout. » Nous sommes restés ainsi, longtemps, en silence. Le soleil descendait lentement. Le ciel devenait rose, puis orange, puis mauve. Et j'ai pensé à tout ce chemin parcouru. Il y a 1 an, j'étais humiliée, brisée, seule. Aujourd'hui, je suis debout, entière, entourée. Qu'est-ce qui a changé? Pas les autres, moi. J'ai arrêté de me soumettre. J'ai arrêté de m'excuser d'exister. J'ai arrêté d'avoir peur. J'ai choisi de me défendre, de protéger ce qui m'appartenait, de rester digne. Et la vie m'a rendu ce que je lui ai donné. De la dignité, de la force, de l'amour.
Si je devais donner un conseil à toutes les femmes qui m'écoutent, ce serait celui-ci. Ne laissez personne vous effacer. Ne laissez personne vous voler votre vie, votre maison, votre dignité. Défendez-vous, avec calme, avec force, avec élégance, et laissez le temps faire le reste. Parce que la vie, elle, finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Les méchants ne gagnent jamais vraiment. Ils se détruisent eux-mêmes, avec leur colère, leur cupidité, leur obsession. Et les justes, ils restent debout, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. Parce qu'au bout du chemin, il y a la paix, la vraie, celle qui vient de l'intérieur. Ce soir, je vais préparer un gâteau au citron. Jules va m'aider. Nous allons rire, parler, créer des souvenirs. Thomas viendra nous rejoindre. Nous dînerons ensemble, dans cette maison que Madeleine m'a donnée, cette maison que j'ai défendue, cette maison où je vieillis, en paix. Demain, Simone et mes amis viendront prendre le thé. Nous parlerons de la vie, de nos joies, de nos peines, de nos victoires. Après-demain, j'irai à mon cours de peinture. Je peindrai peut-être le jardin encore, ou le visage de Jules, ou mes mains de vieille femme qui ont tant donné. Ma vie n'est pas parfaite, mais elle est à moi, vraiment à moi. Je ne sais pas combien de temps il me reste, 10 ans, 15, peut-être plus. Mais je sais une chose, je vivrai ces années debout, la tête haute, le cœur en paix, parce que j'ai appris quelque chose de précieux, quelque chose que je veux partager avec vous. On ne gagne pas contre la vie en prenant, on gagne en donnant, en étant juste, en restant soi-même. Et quand on fait ça, la vie nous protège, à sa manière, avec son temps, avec sa justice. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Il fait nuit maintenant. Les étoiles commencent à apparaître. Je rentre dans la maison. Jules m'attend. Thomas aussi. Demain, le soleil se lèvera encore. Les hortensias dormiront encore. La vie continuera. Et moi, Colette Barbier, 75 ans, je serai là. Dans ma maison, dans ma vie, dans ma paix. Debout, toujours debout.